se réjouir de la présence de l'éminent professeur Babacar Gaye. Nous le remercions de sa présence. On sait que son calendrier est assez chargé, mais quand même, il a tenu vraiment à nous honorer par sa présence. Donc, ce qui fait que, même s'il n'y a pas les autres collègues, rien que sa présence nous suffit amplement. Donc, merci, professeur. Donc, je salue aussi la présence du président de Douad, qui est une éminente personnalité de ce pays, qui a une expérience politique avérée. Vraiment, nous nous honorons de sa présence aussi. Il y a Matar Sylla, il est toujours au rendez-vous. C'est quelqu'un qui n'a jamais fait défaut aux ateliers des EAD. Il a toujours été présent. Il s'implique quotidiennement, personnellement, pour que cette organisation puisse aller le plus loin possible. C'est tout à fait normal parce que c'est un universitaire. Les gens pensent que Matar c'est un journaliste, mais il est docteur aussi. Souvent les gens l'oublient. Donc c'est un universitaire qui a aussi une expérience en matière de communication. Donc je salue aussi Michel Gaye, Aram, et le professeur Diop aussi, que je viens de rencontrer pour la première fois. Merci de votre présence. Donc je lance l'ouverture de cette table ronde en donnant la parole à M. Matar Sylla. Merci. Nous sommes dans une période qui est très très importante dans le développement et l'histoire de notre pays. Il y a ici des témoins, j'allais dire, de l'histoire. Le président de Douad, mon cher cousin, le professeur Diop, le professeur Babacar Gaye, etc., qui, à des étapes importantes du développement de son pays, ont eu à prendre des positions, pas des positions personnelles ou partisanes en tant que telles, mais des positions pour le développement de ce pays, pour les intérêts de ce pays. On peut ne pas être en accord sur tout ce que nous faisons, sur tout ce que nous disons, mais il y a des étapes de la vie où il est important que la parole, que les sons de ceux qui savent, de ceux qui ont vécu, puissent s'élever. On est également dans un pays où, c'est vrai, le débat est là sur la place publique. Tout le monde parle. La Constitution reconnaît le droit à l'expression. Mais beaucoup parlent, souvent, par émotion, sans savoir exactement de quoi cela retourne, parce qu'on ne peut pas être spécialiste de tout. Nous sommes également dans un pays où aujourd'hui il est difficile de s'exprimer parce que quelquefois quand vous vous exprimez, tout de suite, sans aller à l'essentiel, à l'essence de ce que vous dites, les gens commencent à attaquer parce que les positions sont figées. Mais cela ne doit pas empêcher dans un pays comme le Sénégal, qui est un pays de compétences, d'intellectuels, de savoir-faire, de savoir-vivre, que les gens puissent donner des points de vue, puissent échanger, puissent se parler, puissent trouver des solutions, trouver des consensus, acter les divergences et pouvoir avancer. Et tout cela dans un cadre qui est essentiel. Si aujourd'hui nous sommes ici réunis, c'est parce qu'il y a la paix. Aujourd'hui au Soudan, ils ne peuvent pas tenir ce type de mini-conférence, avec le nombre de morts, avec les affrontements qui ont lieu, etc. On peut citer dans le monde beaucoup d'autres cas où cela n'est pas possible. La paix est quelque chose de fondamental. Nous sommes également dans un contexte où, par la grâce divine, ce pays a de nouvelles opportunités. La découverte du pétrole, la découverte du gaz, une jeunesse de plus en plus formée dans différents métiers, également un positionnement à l'international, en commençant au niveau africain, qui nous donne de véritables atouts. Ces découvertes en termes d'hydrocarbures doivent être le moteur, le carburant de l'émergence. Ça veut dire qu'ils tirent tous les autres secteurs par les ressources que cela peut générer, qui tire tous les autres secteurs, que ce soit la santé, l'éducation, l'innovation, l'environnement, les BTP, tous les autres secteurs peuvent être véritablement impulsés et propulsés grâce à ces ressources et une gestion rigoureuse de ces ressources
non seulement pour les générations actuelles, mais pour les générations futures. Donc il est important, effectivement, au-delà des âges, des générations, des parcours, des cursus, que nous puissions, quand on a des gens de cette expérience autour de cette table, pouvoir échanger. Échanger en patriotes, échanger en citoyens de ce pays, échanger en gens qui veulent aujourd'hui le développement de ce pays. C'est pourquoi les EAD qui regroupent des gens d'horizons divers, depuis presque maintenant 3 ans, nous faisons des ateliers, nous sortons des actes. Peut-être que nous n'avons pas la visibilité que nous recherchons, mais en tout cas c'est un travail utile parce que je pense qu'il faut avoir un débat organisé. À l'époque, nous avions le Club national de développement, il y avait d'autres structures qui étaient là, mais on se rend compte aujourd'hui que sur la place publique, c'est plus du warsakhalat, c'est plus du TSNT, c'est plus, j'allais dire, nous autres les médias qui avons accaparé tout avec une centaine peut-être d'intervenants qui sont là tous les jours à asséner nos vérités, etc. Il faut qu'il y ait effectivement des cercles de réflexion, qu'il y ait des instances qui permettent d'échanger pour le devenir, le présent et le devenir de ce pays. Je pense que c'est dans ce contexte global qu'il faut situer les choses, au-delà de toute velléité, parce que ce n'est pas notre rôle ni nos prérogatives d'acter que tel doit être candidat, tel ne doit pas être candidat, que ça doit se passer de cette manière, etc. Chacun a son interprétation. Il est clair qu'il y a aujourd'hui des positions qui sont tout à fait opposées, qui sont là sur la place publique, qui sont en train d'être débattues, qui seront débattues, et en définitive qui seront tranchées d'une manière ou d'une autre. Mais également, comme nous sommes un pays de croyants, je crois qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, Dieu seul sait ce que sera 2024. Je prie qu'il nous laisse que nous soyons tous ici, que tous les acteurs qui sont là, qui veulent le développement de ce pays, qui veulent que le Sénégal soit véritablement à la cime aujourd'hui, sur le toit africain et qui compte au niveau international, que Dieu nous donne vie, nous donne santé pour que nous soyons là et que tout cela se passe dans la paix, dans la démocratie, dans la vérité et dans la justice. On n'a pas changé de constitution. On est toujours sous l'empire, on vit encore sous l'empire de la constitution de 2001. Cette constitution de 2001 avait limité le nombre de mandats à 2. Et donc, il y a eu certes une révision constitutionnelle, mais cette révision constitutionnelle ne peut pas prévaloir sur la constitution de 2001. Il n'y a pas de succession de lois, parce que l'autre thèse considère qu'il y a une succession de lois. Et quand il y a succession de lois, comme on le sait en droit, l'ex posterior priori derogat. La loi qui vient après déroge à la première loi. Mais ceux qui soutiennent que le président n'a pas droit à un troisième mandat disent qu'il n'y a pas de succession de loi dans le temps. Les deux actes n'ont pas la même valeur. Nous avons d'un côté une constitution et de l'autre une révision constitutionnelle. Ouais, une disposition législative qui est une révision constitutionnelle qui a une valeur moindre que la Constitution, qui est la disposition initiale. Et deuxièmement, ceux qui soutiennent cette thèse disent que la révision constitutionnelle de 2016 ne porte pas sur le nombre de mandats. Elle porte sur la durée du mandat. Alors, l'autre, j'ai oublié d'évoquer la jurisprudence du Conseil constitutionnel. L'autre thèse considère que le Conseil constitutionnel, lorsque le président a posé la question, a dit « ce mandat est hors de portée de la révision constitutionnelle en cours ». Mais en réalité, la question du président est une question qui portait sur la durée du mandat, mais pas sur le nombre de mandats.
le nombre de mandats, la question est réglée depuis 2001. Elle est réglée depuis 2001. Donc, cette révision ne porte pas sur le nombre de mandats, elle porte sur la durée du mandat. Voilà, là, ce sont en gros les arguments. Et si nous remplaçons le... Est-ce que c'est un pronom? C'est un pronom personnel, je crois. Nul ne peut faire plus de... Si nous remplaçons nul par Macky Sall, on va dire Macky Sall ne peut pas faire plus de 2 mandats. Or, là, aujourd'hui, est-ce qu'il a fait 2 mandats? On peut poser la question, est-ce que le mandat 2012-2019, est-ce que ce n'est pas un mandat? Alors, si ce n'est pas un mandat, ça veut dire que, ou bien, on lui a offert, comme disent les Ivoiriens, on lui a donné un mandat cadeau. Hein? Un mandat pour s'échauffer. Voilà, un mandat pour s'échauffer. Donc, ou alors, on nous a trompés. De chez nous. Ou on nous a trompés, ou on a donné... Moi, je ne vais pas... Beaucoup de Sénégalais considèrent qu'ils n'ont pas entendu, on ne leur a pas demandé de donner un mandat. Ils n'ont pas donné de mandat cadeau. Alors, donc, voilà. Et l'autre chose, c'est que celui qui, en général, initie une loi, en général, sa valeur n'est pas... La valeur, sa parole a une valeur juridique. Contrairement à ce que certains disent, ceux qui soutiennent cette thèse-là pensent que le président, la parole du président de la République a une valeur juridique. Elle n'a certes pas la même valeur juridique que la Constitution, mais elle a tout de même une valeur juridique. Parce que il est l'interprète authentique. Il est l'interprète authentique, c'est pas le Conseil constitutionnel, c'est celui qui initie la loi, ou celui qui est l'auteur de la loi. C'est celui-là l'interprète authentique, l'interprète naturel, parce que c'est lui qui connaît l'esprit de la loi, l'esprit de la disposition constitutionnelle. Et donc, un argument supplémentaire pour ceux qui soutiennent que la candidature n'est pas recevable, c'est que celui qui est l'interprète de la loi a dit lui-même qu'il ne pouvait pas être candidat. Il l'a dit, il l'a répété, et il l'a écrit dans son ouvrage à la page 157, je crois, qu'il ne pouvait pas être mandat, qui ne pouvait pas être candidat à nouveau une 3e fois. Donc voilà, en gros, très rapidement ramassé les différentes thèses qui s'affrontent. Je ne suis certainement pas exhaustif, mais les collègues vont me compléter, parce que quand je suis venu sans avoir regardé quoi que ce soit, parce qu'on m'a averti tout à l'heure que je devais venir. Mais en gros, ce sont les 2 thèses qui s'affrontent. Là où je peux pointer le doigt, c'est le fait que vous avez été le rédacteur de la Constitution de 2001. Et lorsque les tenants du pouvoir ont voulu faire une révision, vous avez suffisamment alerté que la Constitution, telle qu'elle est présentée aujourd'hui, n'est pas tout à fait verrouillée. Et si je comprends bien, les principaux rédacteurs de cette révision sciemment savaient ce qu'ils faisaient. Parce qu'en touchant
effectivement le nombre de mandats. Nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Ça veut dire que s'il ne l'avait pas touché, aujourd'hui, la question ne se poserait pas. Parce que la question de mandat avait été verrouillée en 2001. Donc le fait d'apporter une touche supplémentaire, aujourd'hui, remet effectivement le débat à l'état où il était en 2012. Donc moi, personnellement, de droit des témoins, j'ai été aux côtés du président Wade en 2012. Il avait fait venir à l'époque des constitutionnels français, des professeurs agrégés. Après, par la suite, on a eu un cocktail au palais. Le président est venu me voir, j'avais Habib Sy à côté. Je lui ai regardé les yeux dans les yeux, je lui ai dit, Monsieur le Président, votre candidature sera validée. Parce que pourquoi je le dis à l'époque? Parce que j'avais eu une discussion avec le professeur Isaac Zankoba Ndiaye. Le principe de l'effet immédiat de la loi, le principe de la non-rétroactivité, etc. C'était ça sa position. Donc, puisque il était le vice-président du Conseil constitutionnel, il était la personne parmi les membres du Conseil constitutionnel le plus diplômé en droit en tout cas. Donc sa voix, j'allais dire, sa voix était prépondérante. C'est pourquoi de façon affirmative, j'ai regardé le président Wade les yeux dans les yeux, je lui ai dit, Monsieur le Président, votre candidature sera validée. Donc, je vous remercie, Monsieur le Professeur. Vous n'avez pas apporté une réponse ferme. Vous avez commenté les 2 positions. Bon, je comprends que vous êtes membre d'un groupe de médiation. Donc, je comprends parfaitement votre position. Je m'en vais vous donner la parole immédiatement à M. Doudou Wade, parce que non seulement il a une expérience pratique parlementaire, il pourra effectivement nous apporter des éclairages avant de donner la parole à Sidi Alpha Diaye. Je vous remercie. Moi, je pense que je ne ferai pas comme le professeur Babacar. Je pense que cette discussion est plus éloignée que la Constitution de 2001. Pendant toute la durée de la Constitution de 1963, maintenant, il y a eu son problème, cette dualité de discussion sur 2 questions fondamentales. La durée du mandat et le nombre de mandats. Pour vous dire que de 60 à 70, il y a eu des évolutions. La durée est passée de 4 ans au départ, 7 ans, 5 ans je pense. Sur le nombre de mandats, il y a eu d'abord un principe. Il n'a pas été déterminé depuis en 63 qu'on pouvait faire. On avait une liberté de candidat autant de fois qu'on voulait. D'ailleurs, pratiquement, il n'y avait même pas de dossier de candidature. Pratiquement pas. C'est-à-dire que nous étions dans un flou total constitutionnel. Il n'y avait pas tout ce qu'on dit, question de recevabilité, il n'y en avait pas. C'était pas dit. Mais l'évolution de notre système démocratique, l'évolution du niveau intellectuel et académique des personnes dans ce pays, la fonction de la faculté de droit dans le continent et notamment en Afrique de l'Ouest, ont fait en sorte qu'il est né une nouvelle intelligence intellectuelle, notamment académique, qui ont fait que le problème du mandat, la durée du mandat et le nombre de mandats a été un élément déterminant chez les politiques. Ainsi, nous sommes passés dans les premières rédactions et qu'est-ce qui était dit? On disait qu'il est rééligible, c'est terminé. Vous voyez donc que, et c'est de là que naît d'ailleurs le système politique d'alors et les dictateurs qui ont été fabriqués en Afrique. La durée de Bongo, de Moussa Traoré, de tout cela, provient de là. Le fait qu'on est irréalisable ad vitam aeternam et qu'il n'y avait pas de dossier de candidature et que nous étions dans des parlements uniformes où il fallait ensuite non seulement être candidat à avoir un nombre de députés alors que toute l'Assemblée était d'une seule couleur, cela veut dire que impossibilité totale de renouveler le problème politique. Alors que l'Afrique a joué un rôle extrêmement important dans la lutte politique coloniale jusqu'aux indépendances.
Et alors, à partir de ce moment, il y a eu des évolutions et il était dit que le président n'est rééligible qu'une seule fois. C'est ça en 70. Et chaque fois, c'était à des moments où il y avait une évolution démocratique dans notre pays. Il y a eu des changements. En 68, 70, on nous amène cette disposition. Et la disposition est revenue plusieurs fois et est partie plusieurs fois. Mais on nous parle très souvent, comme le professeur l'a dit tout à l'heure, que l'application immédiate de la Constitution et des dispositions de la révision, ça ne s'est pas passé en 90. En 90, pendant que le président Diouf avait une durée de mandat de 5 ans, on a eu une révision de la Constitution qui faisait que les prochaines élections, c'était 93, et on lui disait que ce n'est plus 5 ans et 7 ans. Et disparaissait, en ce moment précis, la limitation des mandats. Nous sommes revenus en ce moment précis. On part en 90, on lui dit c'est 7 ans, ce n'est plus 5 ans. Si c'était d'application immédiate, Abdou Diouf aurait continué au lieu de 93, jusqu'en 95. Mais il a été effectivement pris des dispositions pour dire que le mandat en cours ne comptait pas sur la limitation des mandats. C'est pourquoi Abdou Diouf s'est représenté en 93 et s'est représenté en 2000. Alors, maintenant, on est arrivé en 2001. En 2001, le professeur Babacar Gueye, le professeur Si et d'autres. Je ne sais pas ce que vous avez fait dans ce dossier-là, je ne le sais pas. Peut-être vous avez été à côté du président de la République, mais je dis ce que je pense. Vous n'avez pas été d'un apport aussi substantiel. Parce que nous avons l'ensemble des documents préparatifs qui ont été faits et qui ont été finalisés par la Fondation Frédéric Ebert. Et ensuite est sorti le livre de Madanissi sur les institutions publiques au Sénégal. Et ça a été déterminant. La position de Madanissi en 2002 sur son livre a été déterminante pour dire qu'effectivement, nous ne souhaitons plus. Le Sénégal venait de faire une rupture totale dans sa philosophie d'élaboration constitutionnelle pour tomber sur une autre constitution. D'ailleurs, à part de l'ADR, les gens vous dites, est-ce que nous étions sur la deuxième République ou la troisième? Certains disent que c'était sur la deuxième et pas la troisième parce que la révision de 1963 n'était pas une nouvelle constitution, mais une révision constitutionnelle. D'ailleurs, beaucoup d'articles aujourd'hui le disent, notamment certains de vos jeunes, de vos étudiants qui ont commencé à écrire, qui écrivent ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous arrivons et on nous dit qu'effectivement, la durée du mandat est de 5 ans, mais disposition nouvelle transitoire de l'article 104 pour dire le mandat en cours continue. Et toutes les autres dispositions lui sont applicables. Mais toutes les autres dispositions, c'est là où se trouve le problème. Nous sommes sous deux angles d'attaque. Est-ce que les autres dispositions, cela veut dire toutes les deux solutions, même se représenter avoir un premier mandat et un deuxième mandat de 5 ans, ou voulait-il dire que les autres propositions lui être appliquées, il serait à son deuxième mandat? Dans ces conditions, nous ne serons pas dans un mandat de 5 ans, nous serons dans un mandat de 7 ans à 5 ans. Cela veut dire quoi? La vérité réelle, en 1962, là où tous les juristes, tous les constitutionnalistes, en tout cas pas tous, mais la plupart sont d'accord, que nous avions quitté en 2001, on a eu une nouvelle constitution, on avait changé d'histoire constitutionnelle et d'organisation constitutionnelle et de procédure constitutionnelle. Ça c'est réglé. Ça, au moins sur il n'y a pas de discussion chez vous. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé maintenant en 2016? Excusez-moi, en 2016, c'est curieux, mais nous avons eu, ce n'est pas le seul problème en 2016. Il y a eu plusieurs problèmes en 2016. La révision de 2016 a créé beaucoup plus de problèmes qu'elle en a résolu. Ça, il faut qu'on soit d'accord. J'aime bien le professeur Ismaël Madior, parce que j'avoue que je ne l'ai pas quitté, vous le savez, de 1993 à 2012, je n'ai jamais quitté le professeur Ismaël Madior. Je n'ai pas quitté le professeur Babacar Gueye. Certains spécialistes en finances publiques, je ne les ai pas quittés parce que je savais en un certain moment qu'il me fallait un peu m'étoffer pour pouvoir faire le travail qu'on me demandait et le faire aussi bien que les autres ou mieux que les autres. Il me fallait être étoffé. Et j'ai fait avec lui beaucoup de choses. Je suis même avec lui allé jusqu'à modifier des constitutions dans certains pays. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'avoue que le professeur Ismaël Madior, excusez-moi de vous dire ce que je pense, n'a pas été sérieux du point de vue académique sur certaines questions.
Parce que, en nous disant que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Cette disposition a été rabâchée dans toutes les facultés du monde, dans tous les studios du monde. Partout. Que tu amenes 10 ou 20. Ensuite, nous ne sommes pas dans la même situation. Les situations diffèrent. Avant, ce n'était pas fait. Et le président de la République nous dit, il y a eu un cas précédent. C'est ce que je veux éviter. Donc, dans son entendement et dans tous ceux qui ont participé à l'écriture, à l'ingénierie constitutionnelle, parce que tout a changé dans votre matière. Bon, bien que vous êtes, excusez-moi, mais ça se comprend. Ça se comprend chez l'avocat parce que la même personne qui vole un micro, beaucoup défendrait, c'est pour faire en sorte qu'il soit acquitté, mais la personne donc c'est compliqué. Mais il y a des niveaux d'interprétation, il y a des niveaux de reniement qui ne peuvent pas arriver à un juriste, surtout en la matière constitutionnelle et en la matière pénale. Je ne le pense pas et je ne peux pas y accéder. Alors maintenant, sur ça, on nous dit partout, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, il y a quelqu'un qui a dit que son perroquet a commencé à chanter l'article 27, nul ne peut faire. Alors, ça fait partie aussi, tu sais, l'expérience de la vie mondaine, là, de ce qu'on raconte dans les grands, ça fait partie aussi de l'entendement populaire. Une constitution aussi, ce n'est pas l'affaire des juristes seulement, à ce que je sache. C'est une organisation d'un pouvoir et des institutions d'un pays, des hommes pour un vivre ensemble. Par conséquent, le juge constitutionnel ne peut pas ignorer ça. Le juge constitutionnel ne peut pas ignorer tout le débat qui s'est fait au Sénégal, mais en Afrique et dans le monde, il se pose un problème aujourd'hui de limitation des mandats du président de la République et du renouvellement du personnel politique. On ne peut pas avoir une bataille aussi mondiale de cette envergure et que nous ne puissions pas, nous, au Sénégal, nous mettre dans cette disposition. C'est pourquoi moi, je n'ai pas jamais, depuis, je ne parle pas de cette constitution, ni de l'article 27, ni 28 des 34. Je dis simplement que moi, c'est le président de la République qui m'a dit, devant témoins, et même au cimetière, il m'a dit, en prenant à témoin les morts qui étaient sous tombe, que Doudou Wade, je ne ferai pas de 3e mandat. Moi, je m'en arrête là. Est-ce qu'il faut analyser simplement notre histoire politique et par rapport à la situation présente, seulement à partir du prisme du droit constitutionnel? Je ne le pense pas. Moi, je ne le pense pas. Je pense que le juge constitutionnel se doit, en tout cas, de conquérir encore des espaces d'analyse pour pouvoir mettre notre pays dans une situation, une bonne situation. Alors, conséquence, dans le domaine universitaire, il est arrivé dans notre pays une rupture dans le corps professoral sur cette affaire de avis-décision. Il faut le regretter, Babacar. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On nous dit qu'aujourd'hui, que le président de la République, toujours ce que j'ai dit, c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a de la filouterie dans la rédaction, dans la légistique constitutionnelle, que le président de la République peut demander avis au Conseil constitutionnel. C'est révélateur parce que ça a été fait. Le président avait déjà demandé un avis. Dans la révision constitutionnelle, le président Macky Sall, lui, qui demandait dans la Constitution qu'il puisse avoir la possibilité de demander avis, a demandé avis, avant que le texte constitutionnel soit adopté. Cela veut dire que l'avis demandé au Conseil constitutionnel est devenu une normalité dans notre système juridique. Alors, mais cet avis, on nous dit, après, que c'est une décision. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que aussi, comme je le dis, il n'y a pas ce contact. Le nombre de contacts que je vous ai appelés, monsieur le professeur, sur des questions précises, que je suis venu voir, que je frappe à votre porte, combien de fois? Et j'ai eu des éclaircies. Mais si
des responsables au niveau législatif, président de groupe, président d'assemblée, vice-président d'Assemblée nationale, ignorent les rudiments les plus simples d'un étudiant de première année de droit, ça pose problème. Et c'est ce que nous a amené dans le cadre de la loi organique portant organisation de la Cour suprême à y mettre une disposition, une seule phrase qui change tout le dispositif de notre pays pour dire que en toute matière, le Conseil constitutionnel prend des décisions. Alors la personne qui le fait écrire a écrit un livre qui s'appelle, fait par le crédit là, Décision et avis du Conseil constitutionnel. Vous faites un livre, vous l'appelez Décision et avis, nous nous donnons d'anglais parce que instituteur là, conjonction de coordination, relis 2 mots. Mais je te dis, tu as un problème. Tu as un même problème de vocabulaire de CM2. Alors tu as un problème. Ensuite, il y a des gens qui sortent sur cette candidature, comme le professeur Doundoy, qui a été mon professeur de droit privé en capacité, et qui me dit, écoute, président Abi, m'a déposer candidature. Mais oui, m'a déposer candidature. L'ambassadeur de France au Sénégal peut déposer demain sa candidature au Conseil constitutionnel. On l'aide, il devrait déposer. Pour le fauteuil, mais c'est détériorer le sens, la noblesse de l'exercice juridique en ramenant ça on nous a amené sur ça et de ça on est à ce niveau. Moi je pense que sur cette question-là, même le sujet, encore Baou, je ne suis pas d'accord avec vous, le sujet montre que parmi les milliers de candidatures, il y a un problème. Parce que vous avez dit la recevabilité des candidatures et vous parlez, vous sortez le président Macky Sall, vous le mettez en exerce. Alors que déjà lui, il a un problème, il vous a dit, vous, qu'il s'arrêtait en 2024. Mais regardez la candidature de Sonko, de Moussa Ndiaye, de Mme Seck ou de Mme Youm. Mais vous ne pouvez pas vous arrêter à celui qui vous dit « je ne suis pas partant ». Alors, c'est encore augmenter les difficultés dans l'esprit des citoyens. Ça c'est de... Ensuite, moi je pense que dans la situation actuelle, il n'est pas bon à ce qu'on puisse organiser. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais plus on organise le pays dans la situation de faire le travail normalement, vous savez ce que je veux dire, Monsieur le Président, parce qu'il y a des hommes qui sont engagés à faire un travail souterrain sur ces questions-là, et qui sont des questions fondamentales. Par exemple, ce qui s'est passé aujourd'hui est une bonne chose. L'Assemblée tient une réunion de bureau. C'est extraordinaire. C'est prévu par la Constitution. C'est prévu par le règlement intérieur. Le minimum est fixé. Mais on fait le minimum, tout le monde applaudit. Mais nous avons des problèmes. Heureusement. Mais nous avons des institutions qui ne travaillent pas. Et quand nous avons des institutions qui ne fonctionnent pas, nous sommes dans la circulation, les voitures se succèdent, s'arrêtent sur un carrefour, personne ne bouge, mais c'est la catastrophe. Par conséquent, tout ce que nous devons faire aujourd'hui doit nous mener vers une sortie de la situation actuelle. Et ça passe par la transparence et l'application du droit. Transparence et application du droit. L'application du droit, maintenant, viendra d'abord de ceux qui sont chargés de quérir la position des Sénégalais. Man, j'ai 90 ans. Man, avec Moustapha Niasse, avec son maman, amuñu droit de déposer candidature. Si nous avons posé ci def ko mën nañ ko def am nañu bulletin de naissance am nañu extrait am nañu caution mën nañu am parrainage mais pourquoi ñu koy def dañ ñu ko tere dañu ne jàkka ji seetuloo doo ci dugg pourquoi nga bëgg ci dugg nga ne mën naa dugg ci jàkk yi c'est vrai dugg nga ci jàkk mais amoo ci yoon baal leen maa xam ne ma koy waxee na vous êtes une femme mais amuloo nekkuloo dans une situation de propriété religieuse pour faire le tour de la Kaaba amoo droit def ko doone dinaa ko def yan préjudice ngay posé yow sa bopp yow ngay posé Kaaba gi ñi ngay dendal ñi ngay taxal ñi ngay julleel toutes ces questions il faut aussi. Donc moi je pense qu'il faut que d'abord nous parlions en politique, en tout cas nous sommes en train de le faire, pour ramener les politiques à la raison, sans parti pris. Et
je voudrais en tout cas vous remercier. Bon, considérez que c'est un étudiant en droit écoute, qui essayait de répondre à un sujet de je ne suis pas spécialiste de cette question. En tout cas, merci professeur. Bravo. Oui, non, je pense que vraiment, on a eu une approche, après l'approche universitaire, académique, juridique pure à partir des textes, en analysant, en montrant qu'il y a deux positions qui aujourd'hui sont là. Nous avons eu, j'allais dire, une leçon de vie, d'expérience, tout ça, qui montre que nous ne pouvons pas nous cantonner uniquement aux principes juridiques stricts en tant que tels, et qu'il y a un ensemble d'éléments qu'il faut prendre dans l'analyse. Je crois que c'est une belle d'histoire constitutionnelle du pays, de l'histoire tout simplement de ce pays, de la vie politique de ce pays, de ses principales évolutions, de sa démocratisation, qui tient effectivement compte de tout un contexte et qui place aujourd'hui vraiment le Sénégal, qui a placé le Sénégal à un niveau extrêmement élevé du point de vue démocratique. Et qu'il est très important que ce type d'acquis puisse être préservé et conservé. Effectivement, je pense également qu'il y a des questions éthiques, des questions de vie, des questions de philosophie, l'approche de la vie, dans chaque chose que nous faisons, dans tous les actes que nous posons, entre le possible, l'interdit, toutes les choses peuvent être possibles qu'on se l'interdise, etc., etc. Et qu'en définitive, effectivement, je pense qu'il faut aller au-delà des individualités de nos propres personnes et penser Sénégal. Cette barque, cette pirogue dont on parle, qui doit aller à bon port, à la faveur de vents favorables, comme le disait Sénèque, le philosophe, mais qu'il nous faudrait effectivement que chacun apporte sa contribution donc, dans cette marche. Et je pense que les interventions qu'on a eues jusqu'à présent, et il y en aura d'autres qui vont suivre, sont de qualité. Et c'est ça dont on a besoin. On peut être d'accord, ne pas être d'accord, mais comme nous l'avons dit, ainsi de suite. Tout ça, c'est pas ça le plus important. Mais il y a des moments où certaines vérités doivent être dites. Nous ne pouvons pas fragiliser ce pays. Pas pour nous-mêmes, mais pour les générations futures, pour nos enfants, pour le potentiel que ce pays aujourd'hui peut avoir. Et je le dis encore, si on le met à l'aune de l'économie, des possibilités, des opportunités de développement de ce pays. Chaque fois que ça s'est passé dans certains pays, notamment le pétrole, etc., ce que les Anglais appellent the oil curse, la malédiction du pétrole, nous sommes également en point de mire d'intérêts quelquefois exogènes, d'intérêts quelquefois divergents. Et beaucoup de gens vont venir dans ce pays, on va essayer de déstabiliser, il y a cette peut-être. Il faut que nous soyons forts, unis, mais dans la vérité et dans la justice. Les propos pénétrants, je les qualifie de pénétrants du doyen Doudou Wade, sont inspirants, je trouve. Et je suis tout à fait d'accord. Et c'est le juriste qui parle. Tout dans la Constitution n'est pas une affaire de dogmatique juridique. La Constitution n'appartient pas aux seuls juristes. La Constitution n'est pas simplement une affaire de technique juridique. Et je pourrais pousser même l'analyse plus loin en disant que lorsqu'on interroge la composition du Conseil constitutionnel, on devrait peut-être penser à élargir la composition et à intégrer dans le Conseil des non-juristes. Ça se passe ailleurs et ça se passe très bien. Des sociologues, des anthropologues, des personnes qui connaissent la société. Parce qu'il y a toujours une congruence à trouver entre constitution et société. La norme, elle est fondamentale, techniquement, mais il y a une normativité sociale à rechercher lorsqu'on est juge. Le juge est dépositaire d'une normativité sociale. Le juge doit chercher des ressorts sociologiques dans la société pour sous-tendre sa décision. Parce que la décision d'une juridiction, surtout la juridiction suprême, c'est une décision qui participe à faire nation, à construire une nation, à faire société, à créer des conditions d'un dialogue. Un dialogue ne se décrète pas seulement. Le dialogue doit se constater empiriquement et doit se constater également à l'aune des décisions judiciaires rendues par la juridiction la plus importante, le Conseil constitutionnel. Et donc, pourquoi ne pas aller vers une composition beaucoup plus plurale, diverse du Conseil constitutionnel pour intégrer des personnes qui sont dépositaires d'une certaine forme de tradition, d'une certaine forme d'oralité. L'Afrique est un continent dans lequel il y a une civilisation de l'oralité. Et ça me permet de rebondir pour dire que la parole est sacrée. Et quand le professeur Babacar Gueye parle d'interprète authentique, je suis d'accord.
est tellement sacrée, et non pas seulement en Afrique, même en droit international, professeur. Une déclaration orale faite par le président, c'est une source de droit international. L'ancien président français Valéry Giscard d'Estaing avait bien pu renoncer aux essais nucléaires dans le Pacifique. La Cour internationale de justice a dit que c'est un acte obligatoire qui crée des effets et qu'il se doit de respecter sa déclaration. Et surtout, lorsqu'on vient en Afrique, territoire du sacré, territoire de l'oralité, de la civilisation de l'oralité, on ne peut pas, comme ça, dire que la parole n'a pas d'impact. N'a pas d'impact. Et donc, je suis d'accord avec les communications pour dire qu'effectivement, la Constitution n'est pas une affaire de juristes, c'est une affaire qui va au-delà. Et si on va au-delà, on pourrait se poser des questions. Je n'ai pas de réponse, mais j'ai des questions. La question, c'est pourquoi les questions, entre guillemets, parce que je n'y adhère pas personnellement, ces questions dites d'ingénierie constitutionnelle, ces questions d'interprétation, de mandat, pourquoi ça n'existe que chez nous? Pourquoi? Pourquoi en Occident, jamais une question d'interprétation constitutionnelle se pose, alors même que les constitutions sont écrites de la même manière, avec la même plume, le même esprit, la même grammaire que les constitutions en Afrique? L'article 6 de la Constitution française dit « Nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs ». Article 6, jamais de problème en France. Est-ce que les juristes en France sont moins bons que les juristes au Sénégal? Est-ce que nos juristes constitutionnalistes sont imprégnés d'une forme d'ingéniosité qui dépasse, qui transcende toutes les compétences de tous les juristes au monde? Pourquoi l'article 6 de la Constitution française n'a jamais posé de problème? Nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. La formule, elle est empruntée. La Constitution française dit la même chose et pourtant jamais de débat. Et pourtant aussi en France, ils sont passés du septennat au quinquennat, ils ont changé le nombre, la durée du mandat sans que cela impacte sur le nombre. Et aucun problème. Chez nous, problème. Et tous les spécialistes sortent pour nous dire attention, on sait des choses que vous ne savez pas, vous, comme des mortels, on va vous interpréter ce qui est pourtant très clair. Je parle sous le contrôle des privatistes. Faut-il être professeur, agrégé, titulaire en droit privé pour interpréter la disposition du Code de la famille qui dit que pour se marier, il faut avoir 18 ans? Non. Il faut lire. En droit, est-ce que tout s'interprète? Moi, je ne pense pas. Mais en Afrique, on veut que tout s'interprète. On veut créer une élite des intellectuels, ou en tout cas des personnes qui se disent intellectuelles, et tous les autres qui ne savent pas. On doit leur montrer le chemin. On doit leur dire, un jour c'est comme ça, un autre c'est comme ça. Attention, l'interprétation répond à des conditions erratiques, ça peut changer. Donc, il faut nous suivre encore une fois dans l'interprétation nouvelle que l'on fera d'une disposition que l'on avait pourtant interprétée il y a quelques années. Il faut changer. Et cette interprétation, je suis d'accord avec... comment ne pas l'être, professeur? D'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous quand vous dites qu'effectivement, la durée et le nombre sont 2 questions qui n'ont aucune solidarité normative. Aucune en légistique. Ce n'est pas parce qu'on a touché à la durée qu'il doit y avoir nécessairement un effet de ricochet sur le nombre. Mais sinon, caricaturons. Si à chaque fois qu'on touche à la durée du mandat, on est passé de 7 ans à 5 ans, et que le nombre change, parce que ça, c'est l'interprétation majoritaire. Mais Macky Sall peut se présenter en 2024, il peut même gagner, et en 2024, s'il gagne en 2025, il peut rechanger la durée, amener la durée comme aux États-Unis à 4 ans, il nous dira, ah, on a droit à encore 2, parce qu'on a touché à la durée. Mais c'est exactement l'interprétation. Mais c'est ce que Sassou Nguesso fait au Congo. C'est ce que Paul Biya fait au Cameroun. C'est ce que Eyadema fait au Togo. Voulons-nous la même chose au Sénégal? Ce n'est pas une question de droit, c'est une question de bon sens. C'est une question d'éthique. C'est une question de moralité. C'est une question de sens du devoir. C'est une question de sacerdoce. C'est une question de responsabilité. C'est une question d'homme, d'humain, d'éthique. Ce n'est plus une question de droit. On éduque nos enfants en leur disant « respectez la parole ». La parole, elle est sacrée. Un devoir d'exemplarité.
Et est-ce que ce devoir d'exemplarité est répercuté au plus haut sommet, au plus haut de l'État? La question se pose. Et d'autres questions se posent, techniques, mais se posent également. Est-ce qu'on a changé d'ordre constitutionnel, Diop, en 2016? Je ne crois pas. C'est la Constitution de 2001 qui s'applique toujours. La question aurait pu, je n'étais pas là au Sénégal en 2012, mais la question aurait pu, techniquement en tout cas, se poser pour 2012, parce que l'ancien président Abdoulaye Wade avait été élu sous l'empire d'une constitution de 1963. Mais Macky Sall a été élu sous l'empire de la constitution de 2001. Et depuis lors, il n'a pas changé d'ordre constitutionnel. Il n'y a pas de rupture d'ordre constitutionnel. C'est le même ordre constitutionnel qui continue. Et autre question, autre interrogation, pour dire à quel point c'est une question qui dépasse le droit constitutionnel. Si on convoque le droit communautaire, professeur, il y a un protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance qui date de 2001, qui a été amendé, révisé en octobre 2022. Ça fait quelques mois. Ce protocole crée des options constitutionnelles communes aux 15 États de la CEDEAO, des convergences constitutionnelles, des itinérances de convergence sur la question de la séparation des pouvoirs, sur la question des changements anticonstitutionnels de gouvernement qui doivent être bannis au nid. Et en 2022, octobre 2022, les 15 chefs d'État se sont réunis pour y rajouter une autre option constitutionnelle commune, celle de la limitation des mandats. Pour dire, nous, 15 États de la CEDEAO, engageons-nous pour la paix de notre sous-région, gangrénée par le terrorisme, gangrénée par les migrations, gangrénée par toutes les crises protéiformes, engageons-nous pour créer des conditions de stabilité politique. Et cette stabilité politique pourrait être le fer de lance d'une stabilité sociale, etc. Mais sur les 15 États membres, sur les 15 chefs d'État, il n'y a que 3 chefs d'État qui ont dit non, 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 je ne m'engage pas. Ne me parlez pas de limitation des mandats. Ce n'est pas mon problème. Et le Sénégal en fait partie. Macky Sall a dit non, Eyadema Fils a dit non, Ouattara a dit non. Et ce sont ces 3 seuls États. Le nom de Ouattara et de Eyadema Fils ne m'intéresse pas, mais le nom de mon président m'intéresse. Pourquoi? Parce qu'il est interprète authentique de notre Constitution. Et sa Constitution lui dit limitation de mandat. Et donc, il est dépositaire et garant de cette Constitution, mais à l'étranger, il prend le contre-pied de ce que sa propre Constitution lui impose. Limitation des mandats. Et donc, ça crée, ce n'est pas une question de politique, ce n'est pas une question de chapelle politique, ce n'est pas une question de je suis de la paire, je suis de l'opposition, c'est une question de responsabilité, d'honnêteté, de hiérarchie des normes, d'éthique et de valeurs. Pourquoi, à l'échelle communautaire, prendre le contre-pied de l'esprit et de la lettre de la Constitution de 2001? Ça pose problème. Et donc, pour ne pas trop parler et pour ne pas dire des choses que tout le monde sait et que le professeur Babacar Gaye a déjà merveilleusement expliqué, moi je suis d'avis simplement pour dire que les questions constitutionnelles ne sont pas la chose des constitutionnalistes, ne sont pas la chose des juristes, c'est la chose du peuple. Et d'ailleurs, c'est l'article 3 qui le dit de la Constitution du Sénégal. La souveraineté appartient au peuple. Elle ne nous appartient pas, ce texte constitutionnel. Le professeur Babacar Gaye a beau l'écrire, ça ne lui appartient pas. Ça appartient au peuple. Et si on prend la chose du peuple, faisons attention à ce que le peuple ne vienne pas nous demander sa chose et ne vienne pas nous la demander par la force. Ça s'est produit ailleurs en Afrique, ça risque de se produire au Sénégal. Prenons le droit au sérieux, prenons la chose du peuple au sérieux, laissons au peuple sa chose et appliquons-la comme le peuple veut qu'on l'applique. Je vous remercie. Sur la question du mandat présidentiel, il m'arrive très souvent, quand je lis les textes, le sentiment que j'ai, c'est un sentiment de peur des élites politiques sénégalaises. Parce que, toujours, quand on lit les textes, on se rend compte que l'exposé des motifs qui décrit la philosophie générale, qui était la base de ces textes-là, est très souvent corrompu par la pratique et des prises de position des hommes politiques eu égard à l'intérêt du monde. Je donnerai 2 exemples de trop.
Le premier exemple, c'est en 2001. Lorsque le président Abdoulaye Wade avait décidé de mettre en place une nouvelle constitution, il s'est adressé à d'éminents juristes qui ont réfléchi sur la question. Et à la fin, tout le monde était d'accord que nous avons la constitution la plus révolutionnaire. C'est une constitution qui limitait le mandat, c'est une constitution qui octroyait des droits aux femmes, c'est une constitution qui consacrait des droits à l'opposition politique. Un éminent auteur américain qui enseigne en France, Feldman, avait écrit même sur la constitution sénégalaise que c'était la constitution la plus libérale de l'Afrique. Et ça n'a pas empêché qu'il y ait plus tard des divergences d'interprétation et des controverses sur cette question fondamentale du mandat. Mais c'est ça le deuxième exemple. C'est en 2007, il me semble, il y a eu une révision de la Constitution. Et cette révision-là va changer le nombre de mandats, je pense, va changer le nombre qui dirait, c'était un mandat de 5 ans en 2001, et en 2007, ça devient un mandat de 7 ans. Et je me rappelle les termes de la controverse. Et certains éminents juristes sont allés à la télé et à la radio fournir l'argumentaire selon lequel la clause d'intangibilité de la Constitution concernait uniquement l'alinéa 1er et non l'alinéa 2. Vous voyez ce type d'interprétation. Non seulement on met en cause la légistique, comme je le disais tout à l'heure, mais on est dans quel monde sur le plan juridique? Ce sont des prises de position difficilement compréhensibles. Et en 2016, on modifie encore la Constitution. C'est clair que c'est une révision de la Constitution. Mais ce qui importe le plus, quand on dit l'exposé des motifs, la révision de la Constitution vise 2 objectifs fondamentaux. Premier objectif, consolider la démocratie, approfondir l'état de droit. Ou l'inverse, approfondir la démocratie et consolider l'état de droit. C'est sur la base de ce postulat-là qu'on est allé modifier la Constitution dans le but de renforcer davantage la durée du mandat qui revient de 7 à 5 ans, mais également l'intangibilité qui existait depuis 2001 a été renforcée. Et aujourd'hui, logiquement, la question ne devrait pas se poser. Mais c'est ce qui avance la possibilité d'une nouvelle candidature du président de la République actuelle s'appuie très souvent sur l'avis du Conseil constitutionnel de 2016. Il me semble qu'il faut bien lire l'avis. Une question relative à la durée du mandat du président de la République avait été posée au Conseil constitutionnel. Mais le Conseil a répondu de la durée du mandat du président de la République. C'est très c'est écrit noir sur blanc, de la durée du mandat. Et il a expliqué que le mandat en cours était hors de portée de la révision parce que, pour des raisons de sécurité juridique, de continuité des institutions, on ne pouvait pas se permettre, en fonction des présidents de la République qui vont venir, de changer impunément le texte fondamental. Donc, il me semble que la question était déjà résolue. Mais, à l'approche de 2024, on revoit le même débat, les mêmes controverses constitutionnelles. C'est comme si nous n'avions pas tiré les leçons de ce qui s'est passé. Et c'est là où j'en viens à ce que dit le président de l'Ouad. Le président interpelle en premier lieu le rôle du juge constitutionnel dans la société. Ce n'est plus le rôle du juge en tant qu'interprète d'un texte constitutionnel, en tant que quelqu'un qui maîtrise la technique juridique, mais un juge qui prend en considération le contexte social dans lequel il se situe et se projette sur la nécessité non seulement d'approfondir la démocratie, mais de consolider l'état de droit. Et ce juge-là est au diapason de ce qui se passe dans la société. Et c'est un juge qui est un citoyen comme nous, qui veut que son pays avance et qui veut que son pays est le meilleur au monde et soit le meilleur exemple. Ce juge-là a un rôle fondamental. Je pense que c'est le président Badinter qui accorde un ouvrage intitulé « Le juge dans la société ». C'est dans les entretiens de Provence. Il montre que si la Constitution est l'âme d'un peuple, le juge constitutionnel doit être celui qui tire cette âme-là vers les aspects positifs. Et c'est la raison pour laquelle nos juges ont une lourde responsabilité. De par leurs décisions, ils peuvent mettre le feu aux poudres, comme de par leurs décisions, ils peuvent contribuer à stabiliser
et à faire jouer le respect de la paix sociale. Je donne l'exemple du Bénin où un ministre a été attaqué, c'est une déclaration ministérielle, a été attaqué devant le juge constitutionnel parce que le ministre en question avait affirmé dans une émission de télévision que le président de la République en exercice, c'était Yahya Bouni, pouvait faire un mandat supplémentaire. Et ça a fait l'objet de 2 décisions du juge qui rappellent qu'en prenant une position de cette nature, le ministre en question a violé la Constitution. Et l'exemplarité, la compétence, la probité qui sied à tout fonctionnaire, y compris un ministre de la République, ces principes-là ont été violés. Je pense que dans ces situations-là, on intègre toujours la dimension éthique et la dimension rôle du juge dans la société. Et c'est là où je vais en terminer. Parce que moi, l'ouvrage que j'ai écrit, et ça va être lancé dans les prochaines semaines, intitulé « La candidature à l'élection présidentielle en Afrique ». J'ai fait un focus sur le Sénégal, mais je suis allé chercher les déclarations du président de la République sur la question de la mandature présidentielle. Et le président a pris 2 ou 3 positions très pertinentes sur la question lorsqu'il avait réuni le présidium du oui, l'ensemble des forces politiques qui étaient favorables à lui, juste avant le référendum. Il a fait un discours où il insiste davantage sur les aspects positifs de la réforme, notamment l'intangibilité des décisions, de l'intangibilité des dispositions relatives à la mandature présidentielle et la nécessité de ne plus poser des questions de mandature dans notre pays. Et il y en a aussi une deuxième intervention juste après l'avis du Conseil constitutionnel, mais en 2017, lorsque le professeur Zonka et le professeur Babacar Gueye avaient soulevé la question selon laquelle le texte n'était pas verrouillé. Dans ce cadre-là, le président est intervenu pour dire que c'est un débat entre juristes, mais c'est clair dans sa tête qu'il fera 2 mandats. Et cette prise de position-là, Sidi l'a expliqué tout à l'heure, ça l'engage. Pourquoi? Parce que la parole du président de la République est une parole constituante, c'est une parole qui interprète la Constitution. Quel exemple donnerons-nous à nos enfants si le chef suprême se permet, en fonction de ses intérêts et au gré des circonstances du moment, change de parole et tient le contraire des prises de position qu'il avait hier? C'est la raison pour laquelle moi j'affirme solennellement qu'au nom de l'éthique constitutionnelle, il faudrait au moins nous épargner de ces débats. Parce que c'est cette éthique-là qui traverse l'écriture de tous les textes, notamment la révision constitutionnelle de 2016. Et il est allé jusqu'à lui-même l'écrire dans son ouvrage, où il explique qu'il n'est pas très intéressé par la dimension matérielle du pouvoir, mais la dimension sacerdotale. Ce qui montre qu'il y a une dimension éthique dans son action. Et je me demande réellement s'il pouvait se rabaisser jusqu'au point de s'adresser aux Sénégalais pour solliciter un mandat supplémentaire. Au fond de moi-même, je ne le crois pas trop. Mais je vois à gauche, à droite, des prises de position parfois qui ne vont pas dans le sens de la stabilité politique du pays, ni du respect de la Constitution. Voilà les quelques idées que j'avais à émettre sur la question en attendant le déroulement des débats. Je vous remercie. Bonjour tout le monde. Et merci, cher Président, de m'avoir donné la parole. J'ai tellement apprécié les éclaircissements qui ont été déjà faits par le professeur Babacar Gueye, par Sidi Alpha, par le professeur El Hadj Ahmed Diop, par aussi l'expérience de vie qu'on a écoutée de la part de l'honorable député M. Doudou Wade. Donc vraiment merci de nous avoir fait part de votre expérience pratique, du vécu constitutionnel de notre pays et même politique. Alors, moi je pense que puisque beaucoup de préoccupations que j'avais notées ont été déjà prises en compte par les premiers intervenants, moi je vais juste rajouter que déjà, le premier point, quand le professeur Babacar Gueye a alerté, personne ne l'a écouté. Ils ont oublié qu'il était membre fondateur du Forum civil. Ce n'était pas pour rien qu'il avait alerté. Il avait alerté en connaissance de cause et personne ne l'a suivi. Sur la question avis-décision, nous avons fait à l'université, au niveau du laboratoire, on a préparé la conférence, Omar et moi, en 3 jours.
tellement la question était brûlante. Et on a convoqué tous les membres du gouvernement. Il y avait les Latif Coulibaly, les Mounirou, même Ismaël était venu. Et mes collègues me disaient, tu ne peux pas faire venir Ismaël. Je dis, mais Ismaël, si tu ne viens pas, tu seras le seul absent. Il faut venir. Il me dit, oui, je vais venir. Parce que le droit, c'est le droit. On ne peut pas parler de la même chose, d'une même chose, qu'on désigne par deux vocables différents. Ce n'est pas possible. Un avis, c'est un avis. Il ne lie personne. Une décision, c'est une décision. Et elle va avoir le mérite d'être exécutoire. C'est une décision. Et sur la question, je vais vous transférer à M. Babou la couverture de l'événement que j'ai distribué à beaucoup de membres de la société civile. Maintenant, pour ce qui est de la parole du président de la République, une constitution, c'est deux choses, les dispositions et l'esprit. Moi, cette parole-là, je la mets dans l'esprit de la constitution. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une parole qui vient de n'importe qui. C'est une parole qui vient de la seule personne qui est habilitée à changer, à proposer des changements de la Constitution. Donc ce n'est pas n'importe quelle parole. Et en dehors du président, combien de ses ministres, combien de ses collaborateurs, tout le monde a dit oui, 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 c'est le dernier mandat. Dans toutes les interventions, tous les colloques, tous les travaux, mais on s'est toujours dit, notre prospective, c'était quoi? C'est de voir qu'est-ce qu'il faudrait faire dès l'instant que maintenant nous avons l'ancrage de la limitation des mandats. Pour vous dire que c'est pour tout le monde, c'était une question dépassée. Et on se penchait sur les questions d'exercice de la bonne gouvernance, de la citoyenneté, du contrôle citoyen, parce que c'était ça l'ordre du jour quand même. Pour nous, c'était vraiment derrière nous, cette question. Donc c'est ça qui fait mal à tout le monde. C'est vraiment regrettable aujourd'hui de devoir vivre depuis 2 ans, hein, ça dure, hein, depuis 2 ans, tout le pays est à l'arrêt. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Les gens ont peur. Les gens n'ont jamais eu autant peur depuis moi que je suis née ici à Dakar en 1967 qu'aujourd'hui. La preuve, où sont tous ces personnes-là qui avaient donné l'accord de principe? Moi, je commence par avoir peur. Je n'avais pas peur, hein, mais franchement, je commence par avoir peur. Si au Sénégal, aujourd'hui, les gens n'osent pas s'exprimer publiquement et librement, il y a un problème. Franchement, ça dépasse l'entendement. Parce qu'on a eu des questions brûlantes, mais qui n'ont jamais eu à... Quand même, les gens étaient venus. Que tu entendes ce que tu veux entendre ou pas, mais tu viens. Parce qu'on est entre gens civilisés. Cette république est la nôtre. Même si le pouvoir va faire un 3e mandat, il va disparaître quand même. C'est un régime qui va disparaître. Donc, ressaisissons-nous, chers citoyens. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Après tout le combat que nos grands-parents ont mené pour que ce pays soit debout, ce n'est pas le moment de baisser les bras et de dire qu'on va laisser faire tout ce qui va se faire. Non, non. Au moins, indignons-nous. C'est la moindre des choses. La limitation des mandats est une question dépassée. Que personne ne vienne nous dire que telle disposition, que telle interprétation. Mais quand on interprète quoi? C'est quelque chose qui est clair. Même en droit international, c'est clairement dit dans la Convention de Vienne de 1969. C'est clair. Quelque chose qui est clair, limpide, n'a pas besoin d'interprétation. La limitation des mandats fait partie des principes de la démocratie. Et tout le monde sait que même les pays où il y avait des dictatures, depuis la chute du mur de Berlin, la tendance, c'est la démocratie. Parce que c'est la seule voie de salut pour la stabilité de nos pays. C'est la seule voie de salut. On ne peut pas s'éterniser au pouvoir et avoir la paix. On ne peut pas gouverner dans la paix quand le peuple n'est pas d'accord que vous soyez ces gouvernements. Donc, je remercie les organisateurs et je trouve que, bon, on craignait que cela ne soit pas une réussite, mais ça l'est vraiment. Je trouve que vraiment, on a eu droit à des interventions de haute facture. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. La question du troisième mandat, certes, elle suscite beaucoup de passion, mais il y a deux camps qui s'opposent par rapport à ça. Il y a certains qui disent que le président Macky Sall peut avoir un troisième mandat, donc un deuxième quinquennat. Il y a d'autres qui disent qu'il ne peut pas avoir un troisième mandat parce que le premier mandat est considéré comme étant un mandat, donc nul ne peut faire deux mandats consécutifs. Et là, j'aurais bien aimé que le professeur Babacar Gueye, qui est notre mentor, soit là. Parce que là, s'il y avait une disposition transitoire très claire, le problème ne se poserait pas. Le problème ne se poserait pas. Parce que d'accord, l'esprit et la loi, nous on est des juristes, certes, mais comme il y avait un problème qui a été soulevé en 2012, je crois que les rédacteurs de la Constitution de 2016 devaient vraiment prévoir cela en mettant une disposition très claire qui dit que le mandat en cours est considéré comme étant un mandat qui devait donc faire l'objet, donc qui devait entrer donc dans le décompte. Si tel est le cas, le problème ne se poserait pas. Parce que ceux qui soutiennent aujourd'hui un deuxième quinquennat peuvent avoir tout simplement des raisons. Et le dernier mot, comme vous l'avez si bien dit, les différentes interventions qui ont eu donc à être dites autour de cette table, à savoir l'intervention du professeur Sidi Alpha, donc celle de l'honorable député et celle de mon collègue, le professeur Omar Diop de Menkaram. Donc je crois que le dernier mot appartient au peuple, la souveraineté du peuple, à travers l'article 3. Laissons le peuple décider. Et par rapport à cela, le Conseil constitutionnel, il peut valider comme il peut ne pas valider. Il peut avoir des arguments pour la validité donc, de la candidature du président Sall, comme il peut avoir des arguments donc, tendant à invalider sa candidature. Mais dans tous les cas, le dernier mot va appartenir au peuple. Exactement. Et par rapport à cela, par rapport à la parole donnée, on en a discuté, mais par rapport aux politiques aussi, je vais taquiner un tout petit peu l'honorable député qui disait que les juristes, donc quand ça les arrange, ils interprètent, et les politiques aussi quand ça les arrange, des fois donc ils se rangent donc d'un certain côté à un moment, et à un autre moment donc ils vont de l'autre côté en disant tout simplement donc il faut prévoir leurs intérêts à chaque moment. Mais quoi qu'on puisse dire, la question du mandat va au-delà du juridique. Elle va au-delà du juridique. Donc plusieurs aspects, comme vous l'avez si bien dit, vont intervenir dans cette question de mandat. Mais au-delà de ce troisième mandat aussi, il fallait discuter donc des autres candidatures qui posent problème actuellement. Et je crois que ça nous aurait permis de pouvoir faire donc, le tour de la question sur toutes les candidatures. Donc celle de Karim Wade, celle de Khalifa Sall, celle de Sonko éventuellement. Ça nous aurait permis donc de faire donc, un tour d'horizon de ces différentes candidatures. Donc voilà les quelques propos que je tenais vraiment à partager avec vous en attendant. Merci. Bonjour tout le monde. D'abord, je suis ravie d'être ici et de participer à ces échanges qui sont riches et surtout portés par des personnes de qualité, ce qui est malheureusement assez rare de nos jours, parce que j'ai bien l'impression que les personnes qui portent la connaissance, qui portent l'expertise, sont bien moins écoutées et entendues par le peuple. La plupart des avis qui sont portés par les masses populaires viennent de personnes qui en savent très peu et qui ne font que prévaloir leurs propres intérêts. Donc je suis vraiment contente et j'espère que ce débat pourra être vulgarisé et entendu et peut-être même simplifié, voire même le mettre en Wolof, pour que la ménagère puisse comprendre l'enjeu, puisse comprendre peut-être la question, l'importance ou finalement la non-importance de cette question. Bon, moi je suis triste, je vous dis, je dis que c'est vraiment dommage d'en arriver là. Pourquoi ? Parce que déjà, le Sénégal est aujourd'hui pionnier dans beaucoup de choses. Nous sommes dans une période assez stratégique dans le développement de notre pays, face à des menaces terroristes, face à une crise mondiale importante, mais également dans une phase de rayonnement. Dans une phase de rayonnement avec le pétrole, et puis le Sénégal occupe une place de leader dans le monde et dans l'Afrique de l'Ouest.
Donc, nous avons beaucoup de projecteurs qui sont braqués vers nous aujourd'hui. Et le premier indicateur de stabilité et de leader dans un pays, je pense que c'est la démocratie. Si j'ai lu un peu l'histoire, justement, en venant, en essayant de me préparer, finalement, quel a été l'historique de ce débat, je me suis rendu compte que depuis le président Senghor, nous sommes en train de valser entre la durée des mandats. J'ai été même très surprise de voir que nous sommes passés à plusieurs reprises, je pense 5 ou 7 fois, entre une durée de 7 ans, une durée de 5 ans, ce qui prouve, d'une part, peut-être notre volonté finalement d'accéder à la démocratie, mais d'autre part, ce qui prouve finalement l'attachement à ce qu'on reproche aux présidents africains, au pouvoir, finalement, à, je ne dirais pas la dictature, mais faire tout ce qui est le contraire de la démocratie. Donc, en arriver là aujourd'hui, c'était quand même un moment bien propice pour prouver que nous sommes définitivement détachés de cette tradition des dirigeants africains à s'accrocher au pouvoir pour des intérêts purement personnels et oligarchiques, et prononcer finalement, dire que nous sommes dans l'intérêt du peuple, et puis nous ne sommes plus dans la même philosophie qu'il y a 10-5 ans. Aujourd'hui, nous avons traversé la crise du coronavirus, la dématérialisation et finalement la mondialisation est au sommet. Nous devrions parler d'autre chose. Donc, c'est d'abord le premier sentiment que j'ai. Et puis, je ne vais peut-être pas donner mon avis, mais je dirais que lorsque je parle à des confrères français ou à des professeurs d'université, ils me disent « mais c'est quoi le problème ?» Je leur dis, la question se pose si oui ou non il a le droit de faire un 3e mandat de 5 ans. Et ils me disent, mais que dit votre Constitution? Je dis donc la Constitution dit, nul ne peut, voilà. Donc la durée du mandat présidentiel est de 5 ans, cette réforme date de temps, second alinéa, nul ne peut effectuer plus de 2 mandats. Ils me disent, mais et alors? Et alors? D'autant plus que cet alinéa-là de 2 mandats a été adopté depuis 2001. Donc, personnellement, j'ai un avis juridique, peut-être, je suis citoyenne également, je pense que cette question, c'est vraiment triste aujourd'hui d'avoir ce débat au Sénégal. Nous devrions être à un autre niveau. Vraiment, je pense qu'avec après, je ne sais même pas si c'est un débat parce que pour l'instant, il n'a pas encore donné sa réponse ou autre. Le président Macron, il y a quelque temps, avait également fait planer le doute sur un mandat. Alors, nous dit-il que c'est pour assurer la stabilité et la continuité de ses actions jusqu'à la fin de sa mandature, et puis il donnera au moment voulu sa décision. Mais non, ce n'est pas une question qui se pose. C'est mon triste avis. Merci. J'ai bien aimé la fin de votre intervention, où vous parliez d'éducation. Moi, je pense qu'en dehors de la question constitutionnelle, il faut que le Sénégal revoie notre pays, qu'on redevienne le Sénégal. Aujourd'hui, nous n'avons plus de valeurs, nous n'avons plus d'éducation. Le ma waxoon waxeet est devenu quelque chose de tellement banal que se dire si quelqu'un donne sa parole, il se doit de la respecter, ça ne fait plus partie du Sénégalais. Ce n'est plus sénégalais. Aujourd'hui, je peux venir donner ma parole à Matar et puis demain, quand il va venir me le rappeler, lui dire mais les yeux dans les yeux, j'ai jamais dit ça, ou bien tu as mal compris. Il fallait interpréter ce que j'ai dit. Quand j'ai dit que le ciel était bleu, en fait, c'est parce qu'il était rose. Mais bon, comme habituellement on dit le ciel est bleu, j'ai dit le ciel est bleu, point barre. Mais il n'est pas bleu aujourd'hui, il va devenir rose. Et ça, quand on regarde les réseaux sociaux, qu'on voit le niveau d'insulte, d'insanité
que les gens se disent, moi, je ne me reconnais plus dans ce Sénégal-là. Pour ce qui est du 3e mandat, on l'a vécu avec Maître Wade. Il avait fait un quinquennat et il avait droit à 2 septennats. Aujourd'hui, le président de la République actuelle fait l'inverse. Il a fait un septennat. Il peut se donner le droit, soi-disant, de faire 2 quinquennats. Sauf que moi, lorsque le président Wade avait décidé de se présenter pour un 3e mandat, je fais partie des personnes qui ont laissé leur boulot, qui étaient tous les jours à la place de l'Indépendance ou dans les manifestations ou à la place de l'Obélisque contre le 3e mandat. Je ne suis pas constitutionnaliste, je le répète. Je ne sais pas est-ce qu'il avait le droit ou pas le droit. Enfin, j'ai une idée, mais je vais dire, je ne sais pas est-ce qu'il avait le droit ou pas le droit. Mais je considérais qu'il n'avait pas le droit parce que lui-même avait dit qu'il n'avait pas le droit. Aujourd'hui, le président Macky Sall n'a pas le droit de se représenter parce que lui-même a dit partout qu'il n'a pas le droit de se représenter. L'ayant dit, il doit respecter sa parole. Ça fait partie de nos valeurs. Revenons à nos valeurs. Revenons à ce qu'est le Sénégal. Aujourd'hui, j'ai donné ma parole à Aram et à Ousseynou que je serai là. Je voyage dans 2 jours. J'ai énormément de choses à faire. Mais j'ai donné ma parole. Même si c'est 5 minutes, je me dois d'être là. Parce que j'ai donné ma parole. Et c'est ça qui nous manque. Nous n'avons plus de valeurs. Nous n'éduquons plus nos enfants dans nos valeurs africaines, sénégalaises. Si on avait gardé cette éducation-là, on n'aurait jamais de Mawakhon Wahed. Cette table ronde n'aurait jamais à exister. On n'aurait pas à la faire parce que nous devons respecter notre parole. Nous devons nous respecter. Nous devons respecter les autres. Et ça, je pense qu'on devrait faire une table ronde sur l'éducation. Je pense que l'essentiel a été dit et bien dit. Mais je pense que, pour rebondir sur ce que Rosa dit, les gens ne remettent pas en cause la couleur. Ils insistent sur la couleur. J'ai dit que c'est bleu, mais je n'ai pas dit si c'est bleu azur, bleu ciel ou bleu marine. C'est ça le problème. Ce n'est pas la couleur qui change, mais c'est les nuances de couleur qui évoluent. Et je pense que le président Macky Sall est plus subtil que le Mawakhon Wahed. Il est dans une logique qu'il a préparée, qu'il a préméditée depuis longtemps. Je m'explique. Il a prémédité pourquoi? Parce que la première préméditation, c'est le mandat de 7 ans. Pendant la campagne électorale, il a dit « je vais ramener mon mandat à 5 ans ». C'est la parole donnée aux Sénégalais, qui avait motivé beaucoup de Sénégalais à voter pour lui. Le jour où je serai président, le mandat en cours sera ramené à 5 ans. Mais il savait que ce n'était pas possible, parce qu'entouré de sachants, qui lui ont fait comprendre que ce mandat ne pourra pas être réduit à 5 ans. La deuxième chose, il va dire que je vous ai donné ma parole, que je ne ferai pas un autre mandat. Maintenant, ce ne sont pas mes décisions, c'est la décision du Conseil constitutionnel. Première décision, 7 ans, 5 ans, décision du Conseil constitutionnel. Troisième mandat, ce ne sera pas également ma parole. J'ai été contraint à faire un autre mandat parce que le Conseil constitutionnel autorise ma candidature. Il a toujours, effectivement, un paravent derrière lequel il se cache. Et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. C'est un élément prépondérant dans son discours. Est-ce que ça remet en cause la valeur de la parole donnée? Non, il va dire que j'ai donné ma parole. J'ai voulu respecter ma parole,
Mais le Conseil constitutionnel me dit, ton mandat de 7 ans ne peut pas être réduit. Je ne veux pas me présenter, mais le Conseil constitutionnel me dit que j'ai le droit de me présenter. Donc Macky vous dira qu'il n'a pas violé sa parole. C'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, autre aspect que M. Babou a soulevé tout à l'heure, il y a un projet en cours, est-ce qu'il y a des enjeux pétroliers, etc. Mais ce n'est pas lui seul qui peut servir le Sénégal. Et on a le principe de la continuité de l'État. Si c'était le cas, Maître Wade n'aurait jamais quitté le pouvoir, parce que c'est le premier qui a initié des grands projets dans ce pays. C'est grâce à lui qu'on a connu la véritable démocratie. C'est grâce à lui que notre pays est en voie de développement. Les grands travaux, c'est grâce à Wade. Je pense que le problème que nous devons résoudre aujourd'hui, c'est de ne pas se baser sur la parole de Macky, parce que Macky ne dira pas qu'il a violé sa parole. Ça, c'est certain. Parce qu'il y a des rouages qui lui permettront de dire effectivement qu'il a respecté sa parole, mais d'autre part, qu'il y a certaines institutions qui lui permettent de se présenter. Le plus important, c'est de dire qu'on est en démocratie. Et dans la démocratie, si jamais le Conseil constitutionnel valide la candidature de Macky, que dans les urnes, qu'on lui fasse comprendre qu'on ne veut plus de lui. Je pense que c'est les urnes qui pourront régler effectivement le problème. Il faut qu'on garde cette paix, cette stabilité dans ce pays pour permettre effectivement l'évolution de notre démocratie. Il y a deux facteurs qu'il ne faut pas occulter, que Mme Babou a évoqué tout à l'heure. En France, le débat a été suscité, le débat du troisième mandat, par Jean-Pierre Raffarin, qui a dit pourquoi ne pas donner un troisième mandat à... comment il s'appelle encore? Non, pas Chirac. Un troisième mandat à Macron. Donc il insistait parce qu'il pense que c'est un gage de stabilité pour la France au regard effectivement des enjeux. Donc le débat n'est pas seulement au Sénégal, il relève effectivement des frontières, mais il faut qu'on dépasse cette idée de troisième mandat et, comme l'a dit Fifi tout à l'heure, aborder toutes les autres candidatures. La candidature de Karim Wade, qui me semble légitime. La candidature de Khalifa Sall, la candidature de Sonko, qui est en jeu également. Donc il faut que dans ce débat-là, qu'on puisse dépasser la candidature de Macky et évoquer toutes les autres candidatures dans l'intérêt effectivement de notre pays. Il y a un autre aspect, un dernier aspect sur lequel effectivement je compte insister, c'est de dire que le président Macky Sall savait ce qu'il faisait et c'est ce qu'il fait. Et en bon légistique, Ismaïla a écrit ce texte sachant qu'il y aura effectivement des discussions et des débats. Ce texte n'est pas clair. Est-ce que c'est une interprétation cumulative? Est-ce que c'est une interprétation alternative? On ne sait pas. Jusqu'à présent, on ne peut pas affirmer à 100% qu'on ne peut pas, on doit interpréter indépendamment, comme l'a dit le professeur Sidi Alpha, l'alinéa 1 et l'alinéa 2. Il y a certains qui pensent que les deux vont de pair, le nombre de mandats et la durée. 5 ans, mais pour combien de temps? On nous dit deux mandats. Il y a certains qui considèrent que les 2 mandats, effectivement, n'ayant pas fait l'objet de révision, n'est pas impacté par le changement de la durée. Maintenant, on est des intellectuels, il y a la controverse doctrinale. Il faut respecter la pensée des uns et des autres puisqu'on est en démocratie. Et dans la démocratie, je pense que le peuple aura le dernier mot et le dernier mot se fera dans les urnes. Que Macky insiste ou que d'autres disent qu'il ne peut pas se présenter, il y a des arguments pour, des arguments contre. Il faut qu'on respecte tous ces arguments et qu'on permette effectivement à la démocratie sénégalaise de connaître une nouvelle alternative, une nouvelle vision, effectivement, qui nous permettra de consolider notre démocratie. Parce que c'est dans la difficulté qu'on arrive à consolider effectivement les règles démocratiques. Donc c'est ce que je voulais dire. Je vous remercie. Je voudrais en tout cas vous remercier. Bon, considérez que c'est un étudiant en droit écoute, qui essayait de répondre à un sujet de débat. Mais ne me considérez pas
comme un juriste, je viendrai pour vous écouter, c'est ce que je vous dis, et apporter la touche que j'ai du point de vue pratique. Parce que j'ai assisté à des révisions constitutionnelles sous Diouf, j'ai assisté à la rédaction un peu, je l'ai dit devant le professeur Gueye, de la rédaction de 2001. J'ai assisté à toutes les révisions constitutionnelles qui ont eu lieu entre 2001 et 2018, elles sont nombreuses. Et je suis d'accord avec Ismaël sur certaines questions de résolution de révision consolidante ou déconsolidante, mais il est arrivé aujourd'hui que des révisions qui ont été considérées comme déconsolidantes étaient devenues consolidantes. C'est très utile, ça a été enrichissant. Le président Douad nous a dit que tu n'es pas un juriste, mais il a donné des cours de droit aujourd'hui. Et de pratique, du droit pratique. Donc vraiment, je pense qu'il faut que dans ce pays, que les gens se respectent et que tous ceux qui ont véritablement voix au chapitre puissent de plus en plus s'exprimer. Pas s'exprimer pour s'exprimer, mais s'exprimer dans un esprit de construction. Et c'est pourquoi moi j'ai fait sur une liste. Chaque fois que je suis dans des réunions où je vois des gens qui sont identifiés, qui peuvent apporter quelque chose à ce que nous faisons, nous, qui est de la télévision, qui est de la radio, qui est de la communication, que ces gens puissent avoir voix au chapitre. Que ce ne soit pas toujours les mêmes qui sont là, sur les plateaux. Les vendredis, c'est presque les mêmes qu'on voit. Tous les vendredis, c'est les mêmes qu'on entend, etc., etc. Le Sénégal ne se résume pas à ça. Il y a beaucoup de gens qui sont des porteurs d'idées, des porteurs de projets, des acteurs de développement, des intellectuels de haut vol, et des gens, même s'ils ne sont pas... Il y a les intellectuels organiques, comme le dit Gramsci, qui ne sont pas fondamentalement des gens qui ont eu des diplômes, tout ça. Mais comme je le dis souvent, je donne cet exemple-là, j'ai ramené du Gabon une voiture qui a roulé neuve, qui était à 17 mois. Je l'ai ramené dans un conteneur en pièces détachées, parce que ce n'était pas réparable là-bas. C'est un jeune qui a 25 ans, qui ne sait pas écrire une phrase en français, qui est dans un garage vers la banque, qui m'a dit, tonton, donne-moi une semaine. Je lui ai donné une semaine, c'est la voiture que j'ai conduite qui est là dehors. Donc pour montrer qu'effectivement, le savoir, la connaissance, elle est partout. Et que vraiment, encore une fois, comme on est un vendredi, prier pour que ce pays soit dans la paix, que le dialogue puisse se tenir, que les gens puissent faire les médiations nécessaires et que le Sénégal puisse profiter pleinement des opportunités économiques. Et comme l'économiste n'a pas voulu trop parler. Et donc, je vous remercie vraiment. Vous êtes